Bonjour à Paul, tous. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, Milcar, ça fait plaisir de te voir. Hello. Bonjour à tous. Merci, salut Jean-François, ça me fait plaisir de te voir. Ah, Et puis Elisabeth aussi, Bonjour à bonjour. tous. Où est-ce qu'on Content de s'est vous vu la voir. dernière fois? Marie-Hélène aussi, ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait Salut longtemps. François. Salut. Valérie, Coucou Virginie Isabelle, Coupeau, des anciens. bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Véronique, que j'ai le plaisir Bonjour de à connaître tous. aussi un peu. Valérie, Stéphanie, Bonjour. Franck, Bonjour. bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Chouette. Ça fait plaisir Alors, de vous voir. vous continuez à arriver, ça fait plaisir à voir. De voir à quel point ce sujet a généré de l'engouement, de l'intérêt. Euh, Vous êtes plus de 30 inscrits, hein, donc bon, il y a ouais. toujours des personnes qui ne peuvent pas y assister, c'est vrai, mais on touche bien aux problématiques du moment. Bon, voilà, ça continue. Voilà Christian qui arrive. Super. Bienvenue Christian, Bonjour Merci. Christian. ça fait plaisir de te voir. Pareil, merci pour cet accueil chaleureux, spontané, direct, immédiat. Écoute. Bon, Comment se sentir bienvenu dans un groupe à l'instant T en quelques secondes. et tu l'es, et tu l'es. Bon, Alors effectivement, comme les autres fois, nous enregistrons, nous communiquons. Donc c'est vrai que si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, dans le replay ou dans une communication, dans une photo, eh bien voilà, vous pouvez couper votre caméra et bien sûr, c'est sans souci. hmm. Bon, je vous propose, si c'est OK pour toi aussi, Elisabeth, de démarrer. Hein, et de commencer avec ce sujet qui nous brûle et qui est à la fois passionnant, de l'IA en facilitation. Alors, je sais que certains d'entre vous êtes déjà des facilitateurs, vous avez déjà facilité. Si vous ne vous définissez pas comme facilitateur, en tout cas, vous avez déjà l'expérience de la facilitation, du coaching d'équipe. Et ce soir, c'est l'occasion pour Elisabeth et moi de faire un double partage. Elisabeth a eu cette idée de génie de dire, ouais, parce que je me suis beaucoup passionné pour l'intelligence artificielle générative ces derniers mois, exactement depuis janvier 2023, 2 mois après la sortie de ChatGPT. Et l'idée qui a émergé, c'est de se dire, OK, si il y a cette ressource extérieure, quelles sont les compétences intérieures qu'il va falloir développer pour y faire face? La puissance de l'IA est de cet ordre-là. Et le message qu'on a envie de partager ce soir, il est double. Il est à la fois de vous donner des outils concrets sur l'utilisation de l'IA en facilitation. Donc ça, on va le faire. Mais avant ça, de s'interroger, OK, qu'est-ce que ça appelle chez nous, humains, qui sommes au cœur de cette révolution, comme compétences pour savoir faire de l'IA une opportunité et en même temps de limiter la menace qu'elle représente. Et forcément, encore une fois, c'est suite à ces mois, à des moments d'expérimentation, de rencontres avec des questionnements venant de participants, venant d'organisations ou venant de nous-mêmes. On va partager des exemples. On peut utiliser l'IA comme un adjoint, une ressource pour beaucoup de choses, réponse à des appels d'offres, des photos, réfléchir sur des contenus, enfin, beaucoup de choses. Et pour autant, en tant qu'humain, ça peut faire peur, ça peut être confrontant, ça peut être mais à quoi je sers? Voilà, donc c'est vraiment en ayant traversé tous ces questionnements pour nous-mêmes, par nous-mêmes ou lors de rencontres que que cette idée a émergé, que cette piste a émergé. Voilà. On salue l'arrivée de Cédric. Hello Cédric, félicitations. Bonjour, oui, quelques minutes de retard, je suis vraiment désolé, le temps que Et, je m'isole un peu. même Voilà, qui vient d'être certifié facilitateur avec la méthode c'est SFM2. vrai. Il a Super. l'expérience de la facilitation depuis bien longtemps. Merci à vous deux. Euh,
Alors, avançons vers notre objectif, les deux objectifs, notre promesse en tout cas pour vous ce soir. C'est quelles ressources intérieures l'IA appelle-t-elle? C'est ce que je vous disais. Si vous connaissez Robert Dills, il a cette formidable phrase qui dit « Si on met une contrainte intérieure face à une contrainte extérieure, il ne se passe rien. Si on met une contrainte extérieure face à une ressource intérieure, il y a une possibilité. Et si on met une ressource intérieure face à une ressource extérieure, alors c'est là que la magie peut survenir. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est comment faire quelles sont les ressources intérieures qui vont faire de cette ressource extérieure qu'est l'IA générative pour faire une magie, la magie de la rencontre entre l'humain et le meilleur de l'IA possible. Oui. Et puis enfin, vas-y Elisabeth. Oui, l'idée, c'était la piste, le fil conducteur, c'est aussi, certains d'entre vous étaient là par rapport à l'outil MeTooWe, à l'approche MeTooWe. C'est vraiment cette question de quelle posture, quelles compétences, quelles capacités ont besoin d'être développées, d'exister en moi, en chacun de nous, pour pouvoir rencontrer et mettre en marche cette intelligence collective extérieure. Et ça, c'est encore plus bousculé aujourd'hui, c'est exponentiel. Si ces ressources n'y sont pas, n'existent pas, c'est dégénératif par rapport à l'IA. Et ça peut être génératif, donc l'approche générative et l'intelligence artificielle générative, voilà, ça devient vraiment un champ qui peut être aussi très porteur. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent nos webinaires, ces webinaires sont basés sur la libre participation. Donc, vous allez voir autour des partages, autour du retour d'expérience, parce que, encore une fois, on peut aussi facilement imaginer, par rapport au questionnaire qu'on vous a envoyé, juste pour mémoire, vous êtes 50% d'entre vous à déjà utiliser l'intelligence artificielle générative et 50% d'entre vous qui n'utilisez pas encore l'intelligence artificielle générative en facilitation. Donc c'est intéressant que, encore une fois, Elisabeth et moi, nous puissions partager notre expérience. Mais si vous avez des retours d'expérience, c'est aussi bienvenu. Encore une fois, le cercle est ouvert et on a ici des experts de l'IT, on a aussi des experts de la facilitation. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos retours d'expérience. Ensuite, la bienveillance. Elisabeth et moi, nous ne sommes pas des ingénieurs en intelligence artificielle, nous sommes des praticiens de la facilitation qui utilisons l'intelligence artificielle en facilitation. Donc, l'erreur est permise, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir toutes les réponses, parce que juste pour information, mais ce que nous sommes en train de vivre et qu'on a l'impression que c'est une révolution, c'est juste la préhistoire qu'on est en train de vivre. L'histoire de l'IA n'a pas commencé. Si on est bien d'accord, je vous rappelle que Sam Altman, le président de OpenAI, il y a 2 semaines, disait quand on va aborder ChatGPT 5, on regardera ChatGPT 4 avec un minimum d'embarrassement en fait, en se disant mais oh là là, c'est que ça. Donc voilà, cet espace, il est pas de la part d'experts du langage, des modèles de langage, des algorithmes, mais vraiment de praticiens. C'est de l'IA générative appliquée à la facilitation et appliquée au coaching. La co-responsabilité, c'est-à-dire que Elisabeth et moi, on vous a proposé finalement un webinaire dans lequel on vous a proposé un fil rouge et puis en même temps, il va s'y passer ce qui s'y passera. Et si vous êtes familier de la facilitation, vous savez que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes et ce qui va s'y passer sera le mieux qui peut arriver ce soir, ici et maintenant. Et enfin, la confidentialité, avec ce bémol qu'évidemment ce webinaire est enregistré. Si vous souhaitez que les choses restent confidentielles, vous pouvez partager vos idées dans le chat. Ils n'apparaîtront pas dans la vidéo. Et si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, évidemment, vous pouvez tout à fait couper à la fois votre vidéo et votre nom qui apparaît en dessous. Et juste un point de vigilance par rapport à ce qui s'est passé là, si vous avez voilà, du bruit dans votre environnement, si vous pouvez couper vos micros. Effectivement. Voilà. Alors, est-ce que à partir de là, on est tous ensemble? Ouais. Est-ce qu'on peut démarrer? Bon, allez. Génial. Alors, démarrons. Je vous propose de prendre votre téléphone
ou tout appareil qui permet de scanner un QR code et d'aller sur ce lien. Quand vous êtes sur le lien, est-ce que je peux juste vous demander d'aller dans le chat et de me confirmer que vous avez bien accès à la page WooClap? Encore nos excuses pour le bug sur le lien WooClap dans le mail d'envoi. On a eu un petit souci et on souhaite... Ok, Elisabeth est déjà connectée, je suis dans le lien Amilcar, Franck aussi, Valérie. Ok, allez-y, connectez-vous. Et puis, on va... Marie-Hélène aussi, super. Stéphanie aussi. Voilà, connectez-vous. Et au pire, je vais changer d'écran. Vous allez voir, même s'il n'apparaît plus, je vais quand même... On va pouvoir y revenir et vous montrer le lien direct dont vous avez besoin. Alors, pour commencer, on va commencer avec cette question toute simple, qui est tout simplement, qu'est-ce que c'est pour vous la facilitation? Allez-y. C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. La facilitation, c'est aller vers. Et pour vous autres, qu'est-ce que c'est que la facilitation? Aider à aller vers, aller vers. Ah, il y a une sorte de consensus là, autour de quelques personnes, c'est être au service du groupe, c'est faire émerger un esprit créateur, super, faire circuler, c'est fluidifier les processus, c'est l'art de faire émerger plus grand que la somme des parties. On voit qu'il y en a qui sont partis en formation, bravo. Excellent. Alors, ok, prenons ça comme point de départ. Quelle que soit votre définition, ça c'était pour ancrer notre discussion. Maintenant, passons à la seconde. Qu'est-ce qu'on ne peut enlever à la facilitation selon vous, sans quoi ce ne serait pas de la facilitation? Allez-y. Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever à la facilitation, sans quoi ce ne serait pas de la facilitation? Les acteurs, des participants, un facilitateur, l'accueil des différences, la collaboration générative, l'écoute, un groupe, la relation humaine, une intention. Quoi d'autre? Les cœurs. Super. L'accueil, le lien, le process, la confiance, une envie. Ouais, c'est beau. L'interconnexion. Le sens de ma question, en fait, le cadre, était de finalement s'interroger sur, quand on regarde ça, si ça c'est la facilitation, et si sans ça, la facilitation n'est plus la facilitation. J'aimerais vous poser une question un peu provocatrice volontairement. Qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire là-dedans? Je prends un exemple. Est-ce que, par exemple, on peut considérer que le cadre peut être tout à fait mené ou lié à une IA générative? Alors, je vois tout de suite quelque chose apparaître, sentir et ressentir. Alors, effectivement, il y a des choses qui vont être de l'ordre de l'IA parce que on peut tout à fait, avec l'IA, créer des collaborations génératives. Vous savez, c'est fascinant de découvrir, je ne sais pas si vous avez vu le film Her, qui est ce film avec Joaquin Phoenix qui tombe amoureux de son téléphone. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et durant tout ce film, l'histoire raconte comment cet homme qui est profondément seul dans son travail, a du mal à se faire des amis, va finalement mener une relation très fantasmatique et réelle en même temps avec son téléphone. Et ce qu'on découvre dans les études autour de l'IA, c'est que si l'IA n'a pas de sentiment, n'est pas capable d'éprouver de l'empathie, mais en tout cas de la simuler, l'humain, lui, est en capacité de s'attacher à l'IA.
comme on s'attache à notre téléphone, comme on s'attache parfois à l'Internet, comme on s'attache et devient addict parfois à d'autres choses. Et donc, il y a vraiment cette question de mais qu'est-ce que l'IA là-dedans ne peut pas faire? Alors effectivement, tout ce qui va être de l'ordre du ressenti, tout ce qui va être les cœurs, le sentir, le ressentir, mais l'exemple le plus flagrant, si ce qu'on ne peut pas enlever à la facilitation, c'est le processus, aujourd'hui, l'IA est capable de mener un processus. L'IA est capable de nous donner le processus, de le décrire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'il va y avoir 4 grandes tendances en matière d'IA. Il va y avoir la facilitation qui est facilitée, enfin en tout cas stimulée par l'IA. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que l'IA va préparer l'intervention du facilitateur avec le facilitateur. Le deuxième niveau, ça va être la facilitation guidée par l'IA. C'est-à-dire que pendant que le facilitateur facilite, il co-facilite avec l'IA. Dans la facilitation facilitée par l'IA, c'est préparation. Là, c'est pendant l'événement. Ensuite, il va y avoir de la facilitation par l'IA, supervisée par le facilitateur. Et le quatrième niveau, ce sera de la facilitation sans la supervision du facilitateur humain. Donc, aujourd'hui, globalement, on en est à l'étape où on est dans la facilitation guidée par l'intelligence artificielle générative et c'est globalement de la co-facilitation avec comme partenaire l'IA. Donc, 4 étapes, préparé avec l'IA, fait en live avec l'IA, fait avec l'IA avec une supervision humaine et fait par l'IA sans supervision humaine. C'est les 4 niveaux vers lesquels on se dirige. Et c'est pareil en coaching d'ailleurs. Aujourd'hui, ça s'appelle Technologically Enhanced Coaching or Technology Enhanced Facilitation. Donc oui, le ressenti, le cœur va être effectivement des dimensions que l'IA ne va pas pouvoir éprouver, ressentir, mais qui peuvent être véhiculées, tandis que le processus, le cadre, l'intention, la collaboration générative, voire le facilitateur et les participants, on pourrait imaginer, enfin pour certains c'est déjà le cas, que l'IA puisse remplacer. Je ne sais pas si vous avez vu la démonstration de OpenAI la semaine dernière, 2 IA se sont mis à discuter entre elles. Donc imaginez qu'on vous envoyez votre IA à une situation, à un travail de groupe, et vous faites travailler votre IA à votre place et elles discutent entre elles. Ça va devenir intéressant. Donc tout ça pour dire que concernant l'IA, la partie technique, la partie cadre, la partie processus, aujourd'hui l'IA est déjà capable de remplacer le facilitateur. La partie sentiment, la partie empathie, la partie ressenti et senti, là, on n'en est pas encore là. Donc ça, c'était pour montrer un peu que, et si l'IA peut prendre finalement ce qu'on ne peut pas enlever à la facilitation, sans quoi ce ne serait pas de la facilitation, bah, quelle est la valeur ajoutée du facilitateur réellement? Et la valeur ajoutée du facilitateur, c'est l'interconnexion, c'est la création de la confiance, c'est la création de la résonance, du ressenti, du senti, c'est la capacité d'écoute. Mais même l'écoute, si on regarde comment on reformule aujourd'hui l'IA, les contenus qu'on lui transmet, eh bien on se rend compte qu'elle a une écoute qui est beaucoup moins biaisée que celle qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, en matière de coaching, il y a des études qui ont été faites sur on donne à 5 coachs, 5 clients, la possibilité d'être coachés par 10 coachs. Et en fait, dans ces 10 coachs, la moitié sont des IA, la moitié sont des coachs. Eh bien, dans cette expérience-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des coachés ne se rendent pas compte qu'ils sont coachés par une IA. C'est quand même fascinant. Alors, quelles compétences intérieures ça demande pour être au rendez-vous de cette IA qui va, de toute façon, s'infuser dans nos pratiques
Et c'est là où Me2We devient finalement une grille de lecture, hein, Elisabeth? Oui. Suite à tout ce que vous a dit Jean-François et ce qui nous a amené là ce soir notamment, c'est que la question n'est pas je suis pour ou contre l'IA, j'en ai peur, j'en ai pas peur. La question est quelle est là et que pour en tirer le meilleur parti, pour danser avec, pour que ce soit productif et pour rester aussi dans la course quelque part, hein, puisque certains déjà parmi nous utilisent l'IA et que cela nous fait gagner du temps. L'idée, c'est qu'est-ce que je dois développer comme ressources et comme compétences intérieures pour vivre ça à l'extérieur de la façon de façon optimale, de façon la plus sereine possible et la plus porteuse possible. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas encore l'index Me2We, et vous pourrez le passer sur le site, hein, c'est libre de droit. Il y a 4 compétences que nous avons modélisées avec Jean-François sur qu'est-ce que je dois avoir en moi comme ressources pour que l'intelligence collective émerge de la façon la plus optimale possible. La première de ces compétences, c'est la dépendance. Alors, aucune de ces compétences n'est idéale. Chacune porte une dimension porteuse et une dimension plus pénalisante. Donc, nous ne sommes pas ce soir vraiment dans le détail de ces compétences, simplement dans le lien avec l'intelligence collective. La dépendance, c'est la capacité d'un individu à faire confiance aux autres, et notamment dans le milieu professionnel, dans une équipe. Il peut y avoir une dépendance aveugle qui est risquée, qui peut être suicidaire. Je fais confiance à une personne qui n'a pas les capacités de faire certaines choses, certaines tâches. Donc, il s'agit de faire confiance de façon lucide. Et ça se mesure dans les équipes. Et forcément, avec l'avènement de l'IA, quelle doit être ma posture, quel va être l'impact avec cette dimension d'intelligence artificielle que ma dépendance, que ma capacité à faire confiance va rencontrer à l'extérieur. Alors concrètement, par rapport à l'IA, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez conscience de cette formulation, l'IA va. L'IA va nous remplacer. L'IA va faire perdre 40% des jobs existants. L'IA va. Et c'est comme si aujourd'hui on était dans une forme de dépendance vis-à-vis de l'IA, comme si on personnifiait l'IA ayant un pouvoir en soi. Et ça, c'est le témoignage d'une posture de dépendance. C'est-à-dire, on est dans des positions de victime, dans des positions d'attente, où finalement, l'IA décide par elle-même. Mais qui décide? C'est pas l'IA. Ce sont les responsables de la tech zone en Californie essentiellement, quoi qu'on a encore Mistral en France qui sort son épingle du jeu. Et l'idée, l'IA n'est pas le problème, c'est les humains derrière l'IA. Donc c'est important de réveiller aussi de s'empuissancer, si je peux parler comme ça, c'est-à-dire de nous rappeler que c'est nous qui décidons et finalement de se dire mais elle va être au service de qui? Et je vous recommande le TED qui est sorti il y a un mois du CEO de Microsoft AI qui dit la question d'aujourd'hui est est-ce que l'IA va bénéficier à l'humanité? Si oui, à qui? Et je trouve très intéressant, encore une fois, ces formulations qui semblent sous-entendre que l'IA a un propre pouvoir. Alors bien sûr qu'elle est là, bien sûr qu'on ne reviendra pas en arrière, mais globalement, il faut quand même aussi à un moment donné arrêter d'être dans une position passive et de se dire cette IA, c'est nous qui décidons, et donc avoir une vision d'ensemble. La deuxième chose, c'est sortons du pas d'IA ou tout IA. Aujourd'hui, il y a 2 grands mouvements sont les gens, les enthousiastes, qui se disent « ouais, l'IA, c'est génial » et qui n'ont pas une conscience des risques associés à l'IA. Et puis, il y a ce mouvement de « pas d'IA, c'est dangereux, ça nous coupe de la nature, etc. etc. » L'idée de construire la confiance avec l'IA, c'est d'abord de se former et d'apprendre à utiliser l'IA et à la connaître.
Moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon apprentissage. Je ne sais pas si vous le savez, mais à chaque fois que vous faites une requête sur ChatGPT, c'est comme si vous conduisiez pendant 23 mètres avec une voiture en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas anodin d'utiliser l'intelligence artificielle générative. Ça a des effets parce que ça consomme évidemment du CO2. Il faut bien les nourrir, ces puissances de calcul. Il faut bien les nourrir, ces processeurs. Et ça a des effets. Et c'est important de savoir, d'avoir cette culture de l'IA avec un regard qui soit pas un regard de confiance aveugle, ni non plus un regard de rejet. Oui, Elisabeth? Oui, la notion là de ce mouvement de ressources intérieures qui rencontre une ressource extérieure, c'est-à-dire une confiance consciente et une conscience de ce qu'implique l'utilisation de l'IA, c'est vraiment en développant ça, en nous en tant qu'être humain, que nous allons être en capacité de tenir un équilibre face à ce qui vient de l'extérieur, donc l'IA, mais ce qui vient de l'extérieur, nous avons aussi participé à le construire en tant qu'être humain. Donc c'est vraiment cette notion d'équilibre systématique entre intérieur, extérieur, humain, IA, que nous voudrions que vous ayez vraiment à l'esprit. Voilà. Donc première compétence intérieure face à cette opportunité extérieure, construire la confiance avec cet outil pour se familiariser avec de façon consciente, en apprendre les applications, en apprendre le potentiel, mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Donc la deuxième posture au niveau de l'index MITWI, la deuxième compétence à développer, c'est cette notion de contre-dépendance. La contre-dépendance, c'est en intelligence collective, vous savez, le 1 plus 1 égale 3. Le 3, c'est bien, mais pour que le 3 émerge, les 1 doivent vraiment exister, se manifester. Et parfois, la contre-dépendance consiste simplement à oser dire non, à oser dire stop, à oser dire ce n'est pas la bonne direction. Donc, en matière d'IA, on va retrouver cette posture, Jean-François va nous en parler, sur « Ok, ben là, ce n'est pas l'IA que je vais utiliser, je n'ai pas ce besoin-là, cette ressource-là, c'est autre chose et ça va sortir de moi, de nous. » Donc, c'est une capacité à poser des limites. Peut-être l'IA, oui, je vais l'utiliser maintenant, c'est utile, mais peut-être en toute conscience, en toute lucidité, c'est une autre solution que je vais mettre en place. Et pour ceux qui n'étaient pas là sur nos présentations précédentes, il est une chose que il s'agit de développer sa capacité de confiance, sa capacité de dire non, sa capacité à prendre soin des autres, etc., etc. Parfois, en avoir une intention, en avoir une vision, ne signifie pas que nous avons vraiment la capacité de le ou de la mettre en application. C'est là où c'est important d'être au clair sur ces ressources. Donc Jean-François, pour l'IA. Alors, concernant les applications avec l'IA, c'est aujourd'hui les enjeux, ça va être quelles limites on donne à l'IA. Aujourd'hui, ce qu'on peut anticiper, c'est que globalement, les pays à l'échelle internationale qui vont avoir accès aux capacités de l'IA vont accélérer leur croissance, vont accélérer leurs compétences, leurs capacités, par rapport à des pays qui ont moins accès, dont on risque d'augmenter des fractures. Donc, l'importance de savoir encadrer l'IA, de savoir lui mettre des limites et en même temps d'avoir une vision globale est vraiment important. Donc, cette capacité à dire à quoi on dit non, à quoi on dit stop, à quoi on dit pas maintenant, attendez un peu, c'est exprimé en Europe avec ce qu'on a appelé le European AI Act. Donc, c'est un acte législatif, juridique, qui encadre l'usage de l'intelligence artificielle générative et qui a pour but de protéger les citoyens européens sur le mésusage de l'intelligence artificielle générative, comme par exemple l'utilisation de données biométriques. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment circuler sur les réseaux ces vidéos où on voit des salariés qui sont, entre guillemets, filmés par une IA, et cette IA est capable de mesurer leur niveau de productivité, est capable de mesurer le moment où ils prennent une pause, combien de temps. Et donc, tout ce qui est données biométriques, tout ce qui est protection des données
sont interdites au sein de l'IA. Ça a été repris par les Américains qui vont un peu l'adapter évidemment parce que c'est trop restrictif de leur point de vue, mais c'est une première approche de contre-dépendance, c'est-à-dire de limitation de l'usage, mésusage en tout cas, de l'IA. Ce qui est arrivé aussi, c'est il y a quelques mois maintenant, c'est la norme ISO 42001 qui encadre l'usage, la production et le développement de l'intelligence artificielle générative au sein des organisations, donc qui devient une nouvelle norme qualité, qui à mon sens va devenir une référence, puisqu'elle est adoptée à une plus grande échelle. Donc, la capacité à la contre-dépendance, la ressource dont nous avons besoin à ce stade, c'est aussi ne pas laisser les dirigeants de la tech en Californie décider pour nous. Donc, la capacité à dire stop, non, pas ça, c'est une vraie question. Je vous donne un exemple concret. Il y a une application qui permet, moi je l'utilisais déjà parce que j'aime bien aller chercher ce qui vient de sortir, une application qui permet d'écouter la voix d'un client en coaching et l'IA analyse les émotions qui sont exprimées à travers la voix, à travers une modélisation des émotions à travers la voix. Eh bien, dans le cadre du coaching, maintenant avec cette réflexion sur le plan éthique, ça pose question d'être en tant que coach et facilitateur, pour le coup, d'aller voir comment cette entreprise utilise les données biométriques qui sont faites de ces entraînements, parce que moi, je le faisais dans un but de conscience des émotions. Donc, chez les managers, ingénieurs parfois, qui ont du mal à avoir conscience de leurs émotions et qui ne se rendent pas compte des émotions qu'ils véhiculent, eh bien, je trouvais intéressant que de les faire parler à travers cette application, ils prennent conscience que parfois, il y a de la colère et que c'est pas juste être directif, parce que eux, ils me disaient, oui, mais je suis directif. Non, non, écoute, parle et écoute-toi. L'IA démontre, ou en tout cas fait état de colère aussi, et ça peut être reçu par tes équipes. Donc, je trouvais ça intéressant, mais en allant plus loin dans le AI European Act, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est éthique? Parce que, est-ce que je sais ce qui est fait des données que j'utilise, enfin que je lui transmets quand j'entraîne mes coachés avec cet outil-là. Donc, repenser cette question de quelles limites je me mets à moi et quelles limites collectivement nous mettons à l'IA, c'est une vraie question. Et si on en revient à cette notion de contre-dépendance au sein des équipes, là, on monte d'un cran dans le débat, c'est-à-dire c'est pas je suis pour l'IA ou moi je suis pas pour l'IA, c'est plus ce genre de confrontation qu'on a là dans les équipes. Ça va être plutôt pour ce projet, dans ce cadre-là, nous avons intérêt à utiliser l'IA ou au contraire, non, nous n'avons pas intérêt, nous choisissons de faire autrement. Donc, l'indépendance, c'est la capacité d'une personne à s'assumer, à tenir debout seule. Donc, bien évidemment, dans une dimension porteuse, à certains moments de la vie d'un groupe, d'une équipe, il est nécessaire que chacun avance en toute autonomie dans sa direction et qu'il y ait ensuite une concertation, une coordination par rapport à un objectif, un projet commun. À d'autres moments ou dans d'autres contextes, des personnes qui se comporteraient de façon totalement indépendante, autonome, sans coordination, en électrons libres quelque part, ça serait très pénalisant pour une équipe, pour un groupe. Voilà. Donc là aussi, en fonction du contexte et des événements, de l'intention, ça peut être porteur ou pénalisant. Et là aussi, la dimension de l'IA peut avoir des effets différents. Donc concrètement, on retrouve cette notion importante d'avoir un usage responsable de l'IA. Il y a beaucoup d'études, parfois contradictoires, sur l'impact, par exemple, de toutes ces technologies sur l'environnement, l'impact sur les jobs, l'impact sur les relations, l'impact sur les nouvelles générations. Donc, à un moment donné, je pense que c'est important de développer une éthique personnelle et collective dans l'usage de l'IA. Et le meilleur conseil que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est la technique qu'on appelle la technique du sandwich. C'est une couche d'humain, c'est-à-dire je décide, je communique avec l'IA par rapport à un projet que je décide avec mon éthique, avec mon besoin. Ensuite, je fais travailler l'IA, c'est dans votre sandwich, ce que vous mettez dans votre sandwich. Et la dernière couche,
c'est la dernière couche humaine. Ce qui fait que globalement, l'humain est au début du projet, l'IA est au milieu et l'humain est à la fin. Donc, être capable de mettre cette technologie, entre guillemets, ce cadrage de j'utilise l'IA de façon consciente et éthique, c'est lui redonner une place entre deux couches d'humain. C'est d'autant plus important que récemment, notamment, un chercheur d'Harvard dont le nom m'échappe, Fei Jin, et j'oublie son nom de famille, a fait une étude sur ce qu'il appelle la théorie du bouton. Il dit les humains sont à la recherche d'une technologie qui, finalement, en appuyant sur le bouton, ferait tout à notre place. Et depuis toujours, dès que l'homme a commencé à inventer des outils, il cherche des outils qui, finalement, ressembleraient à un bouton sur lequel on appuie et tout se fait spontanément, sans effort de sa part. Et bien, c'est là le grand risque où la capacité à l'indépendance, à la responsabilité vient à manquer et en même temps devient une ressource. C'est qu'à un moment donné, je reste toujours responsable de mon usage de l'IA et des réponses qu'il me donne. Pour information, ChatGPT 4.0 hallucine à 19,5%, c'est-à-dire que 19,5% des réponses qu'il vous donne sont inexactes. L'hallucination en matière d'intelligence artificielle générative, c'est un processus qui consiste, pour une intelligence artificielle, à vous donner une réponse qui est erronée, bien que votre question soit juste. L'IA est programmée pour répondre quoi qu'il en soit, même si c'est faux. Je vous donne un dernier exemple. Ce matin, je prépare une invitation pour une formation. Je lui demande d'inscrire l'adresse du lieu à partir de sa base de données. Il a le bon nom de l'endroit où on va. Il a la bonne ville, mais ce n'était pas la bonne adresse. Heureusement que j'utilise cette technique du sandwich pour vérifier les informations. Et si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, utilisez perplexity.ai comme site internet de vérification de ce que vous faites sur ChatGPT. C'est-à-dire Perplexity, donc perplex, ity.ai. Vous entrez vos données de sortie de ChatGPT, vous les rentrez dans Perplexity et vous lui demandez de les vérifier à partir de sa base de données pour vous assurer qu'il n'y a pas de bug et d'hallucination dans sa réponse. Et enfin, la dernière des compétences à développer en chacun de nous, l'interdépendance, la capacité au soutien mutuel. Le risque à ce stade, c'est un groupe contre l'autre. Nous sommes une équipe, nous sommes soudés, nous sommes interdépendants, nous nous connaissons, équipe de haute performance, vous êtes coach, facilitateur, vous connaissez les processus. Le risque, c'est de se voir une équipe contre une autre au lieu au service d'un bien commun, de quelque chose de plus grand. Et dans l'idéal, c'est vraiment l'intention de créer une complémentarité, un lien à différents niveaux, de la réciprocité, de la coordination. Donc, une capacité à collaborer versus un risque d'être les uns contre les autres. Et bien évidemment, là aussi, l'IA accélère ce processus. Et c'est là où je recommande d'avoir vraiment des espaces pour discuter la place de l'IA, notamment si vous êtes en co-facilitation avec un autre facilitateur, que vous puissiez partager vos représentations de l'IA, vous puissiez partager votre pratique de l'IA et comment vous envisagez l'IA dans votre style de facilitation, de façon à ce que cet espace d'échange puisse vous permettre de mieux travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que l'IA est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et on peut dire globalement, de façon un peu provocatrice, les facilitateurs ne seront pas remplacés par l'IA. Les facilitateurs seront remplacés par des facilitateurs qui utilisent l'IA, ce qui est différent. L'idée, c'est aussi un retour d'expérience malheureux la semaine dernière. J'ai décidé d'utiliser WooClap, d'utiliser l'IA. Donc WooClap, c'est ce que vous venez d'utiliser en ligne avec votre téléphone. Et l'avantage de WooClap, c'est que très vite, toutes vos réponses peuvent être synthétisées dans un Excel et que cet Excel, je peux le rentrer dans ChatGPT pour qu'il en fasse la synthèse et qu'il en fasse le compte-rendu immédiatement, de façon en moins de 30 secondes, à partir des réponses d'un collectif, vous pouvez le rentrer dans ChatGPT et avoir la synthèse selon les axes que vous souhaitez recevoir.
Et comme c'était un projet un peu innovant, je me suis dit, je vais faire WooClap et IA. Et je me suis rendu compte que finalement, les gens, à la fin, dans le bilan, n'étaient pas satisfaits autant que je l'espérais parce qu'il manquait une partie très concrète où ils auraient voulu faire quelque chose ensemble. C'était trop dématérialisé. Et ça a été une erreur. Je vous invite vraiment à avoir un triangle autour de, OK, il y a l'IA, elle va être utile, c'est qu'un outil. Il y a WooClap, c'est un outil en ligne, c'est pas une IA. Mais qu'est-ce que je fais au niveau humain pour être sur le triangle et comment je crée cette interaction et ces outils et que moi, enfin parce que c'était aussi la phase dans laquelle je suis qui me passionne, je m'aperçois que le groupe que j'ai facilité n'avait pas cette attente-là, n'en était pas à ce niveau-là dans leur pratique de la conduite de réunion et de la conduite de projet. Donc, avoir cette capacité à voir l'IA comme un outil dans lequel l'humain reste au centre et pas les outils deviennent le but. Ça évite ce genre d'erreur. Alors, on arrive à ce stade où on avait envie de partager donc ces différentes ressources intérieures, donc la capacité à faire confiance, une confiance consciente à l'IA, à lui poser des limites, à l'assumer de façon éthique et responsable, et en même temps à savoir en faire un outil de collaboration et un outil de facilitation qui finalement va nous aider dans notre métier. Elisabeth, tu veux rajouter quelque chose sur ça? Non, à ce stade-là, c'est notre expérience en tout cas. Hein, c'est passionnant. Jean-François, vous l'avez compris, est très proactif en matière d'IA. Moi, j'ai suivi avec réticence au début. Après, j'y ai pris beaucoup de joie et oui, ça présente un intérêt et une accélération dans certains de nos processus certains. Donc, ce que nous vous partageons là, c'est aussi suite à des discussions, des prises de conscience, des prises de tête. Voilà. Comment? Je n'ai pas entendu. Des prises de tête et des prises de conscience. Non, moi, la peur, voilà, la place de l'humain, qu'est-ce que ça va devenir, à quoi je sers, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et pour autant, même en PNL, il y a des PNListes là avec nous. Un des modèles qui a émergé dès le début avec Robert Dill, c'est quand même à la base de l'intelligence artificielle, le modèle SOAR. Donc voilà, on est aussi dans cette démarche-là. Donc quelle sera la prochaine étape? C'est absolument passionnant. Et pour autant, suite à nos interventions, à la modélisation de ces 4 compétences, et en entendant la peur de certains et le waouh de certains, mais c'est génial, ça donne des résultats extraordinaires. Ok, en tant qu'être humain, comment je tiens l'équilibre face à ça? Comment je peux créer un contenant qui doit absolument grandir et qui devient exponentiel avec la dimension de l'IA, que ce soit pour des créations de contenu, des photos, on va vous partager des exemples, les appels d'offres, etc. C'est extraordinaire. Eh bien, il s'agit vraiment l'empuissancement, l'empowerment. Comment en interne je me développe, comment je me renforce en tant qu'être humain, comment je me développe. Je préfère ce mot-là pour accueillir et danser avec ce qui est là de toute façon et qui grandit de façon exponentielle. Et moi, c'est plus là que j'ai un point de vigilance parce que bien souvent dans les groupes, dans les équipes, dans les collectifs, c'est au niveau de ces capacités individuelles que que le besoin se fait sentir. On ne grandit pas instantanément parce qu'on a décidé, alors quand je dis grandir, c'est par exemple développer la capacité à faire confiance de façon construite. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à faire confiance et ça se construit au fil du temps. Donc, comment quelque part accélérer ce processus de dépendance, indépendance, interdépendance, voilà, ces compétences-là face à quelque chose qui de l'extérieur grandit très très vite à l'heure actuelle. Moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est là où j'aime beaucoup ce qu'apporte Jean-François dans toutes ces notions-là, dans ce champ-là de l'IA. Christian, tu avais une question? Oui, merci beaucoup Jean-François, merci Elisabeth. Avec joie. Et je suis avec passion, réflexion. Merci beaucoup pour ce webinaire qui m'a amené des clés de lecture incroyables.
J'ai trouvé des réponses et je pars avec des questionnements aussi. C'est tout l'intérêt, je crois, d'un webinaire. J'ai beaucoup aimé cette notion d'éthique personnelle, en fait, hein, de trouver sa propre éthique personnelle. Et j'avais un questionnement très fondamental, là, quand tu parles, Elisabeth, en particulier, que l'IA est une ressource consciente. C'est un point d'interrogation pour moi. Hein. Qu'est-ce qu'on met dans la conscience, en fait, dans une ressource consciente? Et puis, je viens d'écrire un article qui s'appelle IA, bien humain, où es-tu? J'ai été fasciné par votre rapport, en particulier sur cette IA, et merci de ta transparence, Jean-François, tu es admirable, je trouve, comment tu parles de tes remises en question aussi, cette IA qui analyse l'émotion de la personne, hein, c'est un vrai questionnement, je trouve que c'est incroyablement délicat comme sujet, hein, tu l'abordes avec beaucoup d'humilité, je trouve incroyable, merci de le partager avec nous. Dans cet article, Lien humain, où es-tu? Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une confusion aujourd'hui dans laquelle je nage moi-même, c'est la confusion entre l'émotion et le cœur. Parce qu'en fait, lien humain, où es-tu? C'est vrai parce qu'on analyse l'émotion d'une personne et que l'IA peut comprendre, analyser, reformuler une question, animer un groupe, tu as du cœur. Donc la question sur laquelle moi je cherche mes propres repères aujourd'hui, puisque j'utilise l'IA avec parcimonie, je sais que c'est un outil d'une puissance incroyable, où est le lien de cœur, le lien d'amour, et qu'est-ce qui va faire que finalement ce lien de cœur ou d'amour va subsister à l'IA ou pas par rapport à cet équilibre que toutes les technologies nous ont toujours challengé. Hein. Donc voilà, je voulais juste amener ce questionnement, je ne sais pas si vous avez réfléchi sur cette question, lien du cœur, lien humain, et avec ce déficit depuis le Covid en particulier, que tous les DRH nous remontent qu'il n'y a plus de lien dans les organisations. Le lien est perdu. Le lien s'est perdu, c'est fractionné. Les gens travaillent, mais le lien humain n'existe pas. Est-ce que l'IA ne va pas accélérer ce mécanisme? Pourtant, je sais que c'est une technologie qui est extrêmement utile et les 4 mots que vous avez parlé est quand même invraisemblable, hein, comme vous avez de manière pragmatique amorcé ce sujet. Voilà, c'est un questionnement, une interrogation que je lance, un débat sur quelque chose qui, vous savez, me touche au plus profond. Alors, si t'es OK, je laisse la question ouverte parce qu'il y a une deuxième promesse qu'on avait pour vous qui était les applications de la facilitation avec l'IA. Et ensuite, j'apporterai juste mon éclairage ou peut-être ma contribution à ta question, qui est vraiment une question au cœur du cœur, c'est le cas de le dire. Alors, juste pour les applications, donc pour nous, il y a 3 grands temps en facilitation. C'est avant l'événement, c'est pendant l'événement et c'est après l'événement. Et puis, il y a tout au long du développement de votre business de facilitateur, c'est comment l'IA peut vous y aider. Alors, on a été obligé, Elisabeth et moi, de faire un choix. On va pas s'intéresser au développement du business du facilitateur avec l'IA ce soir, mais on va plutôt vous proposer des pistes sur avant, pendant et après un événement d'IA pour des applications concrètes, puisque dans le questionnaire qu'on vous a soumis, ça faisait partie essentiellement de vos attentes. Ça tombait bien, c'est ça qu'on avait prévu. Alors, Elisabeth en a parlé. Je vais en présenter un, Elisabeth va en présenter un autre. Donc, c'est la réponse à des appels d'offres. Aujourd'hui, c'est évident que si vous rentrez un appel d'offres dans ChatGPT, ChatGPT est capable de lire des PDF et d'en faire une synthèse et est capable de faire des grandes lignes. Je vous rappelle que je raisonne dans le cadre de la technique du sandwich. Il ne s'agit pas de répondre à un appel d'offres avec ChatGPT et d'envoyer ce que ChatGPT a produit. Il s'agit de dire, j'ai un appel d'offres, ça c'est l'humain, ChatGPT lit l'appel d'offres et me propose une synthèse avec les questions que j'ai envie de lui poser et ensuite, j'en fais la formalisation, mais ça fait gagner un temps phénoménal. Et là, je rebondis parce que forcément, quand Jean-François a initié ça, c'est dans le cadre de la réponse à des appels d'offres, hein, et moi, j'étais non, moi, j'ai besoin de rédiger, moi, j'ai besoin de m'approprier, moi, j'ai besoin d'y mettre ma touche et de ressentir l'appel d'offres. Donc, d'une posture de résistance, j'ai pas tout à fait lâché sur ça. La technique sandwich m'aide à danser un peu mieux avec ça. Je suis quand même obligée de reconnaître que quand les appels d'offres sont nombreux, sur certaines parties en tout cas, pour aller plus vite, c'est une ressource
c'est vraiment une belle ressource. Voilà. Et comme de toute façon, ça devient un peu utilisé enfin, que chacun de nous, je ne vais pas généraliser, mais utilise cette approche, pour rester compétitif, il y a aussi nécessité à l'intégrer. La rédaction de compte rendu, donc d'entretien de cadrage d'une mission, de facilitation, de coaching, etc., etc. Là aussi, vous rentrez les données dans ChatGPT ou vous enregistrez. Il y a des fonctions d'enregistrement qui permettent quasi immédiatement d'avoir une synthèse, de mettre en évidence les axes, les points clés, des axes de préconisation. Et là aussi, vous savez à quel point cela nous prend du temps. Et pour cette partie-là, en tout cas, c'est beaucoup plus, c'est comme un adjoint, c'est comme un assistant quelque part, et ça nous fait gagner un temps fou. Et là, je vous recommande, je n'ai aucun intérêt à vous le recommander. Par exemple, ce soir, la réunion est enregistrée par Fathom.ai. Donc, c'est un générateur de compte rendu qui retranscrit, synthétise, identifie les actions clés, voire même identifie les émotions. Alors, pas par rapport à votre voix, mais par rapport aux mots qui ont été utilisés. Je vous recommande Lexi, Leexi.ai, qui fait le même travail de synthèse. Ça fait gagner un temps fou. Quand vous avez un client sur Zoom ou sur Teams, il vous produit les comptes rendus dont vous avez besoin. Je vous rappelle, toujours dans le cadre de l'approche sandwich. Ensuite, on a identifié toutes les parties prenantes à prendre en compte. Quand vous arrivez avec ces comptes rendus, eh bien, vous pouvez tout à fait demander à ChatGPT quelles sont les parties prenantes à prendre en compte. Je ne sais pas vous, mais en facilitation, c'est essentiel d'identifier les parties prenantes et de lui demander de faire ce travail de cartographie des parties prenantes dans la facilitation et dans la création du processus de facilitation. Alors, Jean-François, il y a une question pour toi dans le chat pour l'application que tu viens de nommer. Moi, je ne la connais pas. Je vous la mets tout de suite. Le nom, voilà. Formaliser la proposition commerciale, là aussi, vous avez une demande, vous avez un écrit, vous prenez une photo, vous entrez ça dans ChatGPT et avec le bon prompt, donc vous aurez un petit cadeau à la fin de Jean-François, vous récoltez la formalisation de la proposition commerciale, toujours de la même façon, ne pas prendre ça tel que cela sort, y mettre votre touche, rajouter certains éléments. Enfin, je crois aussi en une dimension énergétique, comment dire, moi j'ai besoin de m'impliquer dans une proposition, qu'il y ait de moi. J'ai la croyance que ça va aider à l'aboutissement de la proposition. Donc voilà, à partir d'une aide de ChatGPT, vous pouvez vraiment reprendre, compléter, y mettre votre touche, faire reformuler. Ces allers-retours, vous pouvez les faire plusieurs fois. En tout cas, c'est vraiment d'une précision impressionnante. Ensuite, je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup commencer une intervention, en tout cas dans sa phase préparatoire, avec des questionnaires auprès des parties prenantes. Plutôt que d'imaginer des questions vous-même, vous allez créer des prompts qui vont vous permettre de faire émerger des questions qui sont les plus pertinentes possibles. Ce qui fait que si on rentre maintenant sur la multimodalité, vous demandez à ChatGPT ou à Copilot ou à Claude, peu importe, de créer ce questionnaire. Vous allez ensuite sur Google Forms, vous avez juste à faire copier-coller. Votre questionnaire, qui vous prenait une demi-heure à 1 heure, vous prend entre 5 et 10 minutes à mettre en place. Et ça fait gagner beaucoup de temps, d'autant plus que si vous allez au bout de la méthode, une fois que vous avez les résultats, vous rentrez les résultats du questionnaire dans ChatGPT et selon vos questions, vous pouvez tout à fait faire émerger les réponses que vous cherchez à trouver. Par exemple, quel est le ton des réponses qui sont données au questionnaire? Quels sont les axes qui ressortent le plus? Vous allez vraiment demander à ChatGPT une analyse des résultats et là aussi, ça fait gagner un temps fou. Merci Jean-François. Synthétiser les résultats du questionnaire et faire ressortir les éléments clés. Alors moi, c'est vraiment pour ça que je préfère utiliser ChatGPT, c'est-à-dire à partir de données, est-ce que tu peux en faire une synthèse? Est-ce que tu peux en faire ressortir les éléments clés, les points stratégiques, les axes d'amélioration? Enfin, c'est assez impressionnant. Ça ne veut pas dire que vous vous dégagez de cette partie-là. C'est comme un assistant, un stagiaire que vous formeriez pour qu'il vous propose une synthèse, mais ça va vous faciliter, anticiper une partie de votre travail et c'est absolument magnifique, effectivement.
Et puis enfin, c'est un peu le cadeau qu'on vous fera à la fin, c'est le choix de la technique de facilitation la plus appropriée. Vous pouvez tout à fait aujourd'hui dire à ChatGPT quel est l'objectif de l'événement, quel est le livrable attendu, quel est le contexte, et lui dire d'après toi, quelle est la démarche et l'outil de facilitation la plus appropriée pour aboutir à ce résultat-là. Et ChatGPT est capable de vous faire des propositions. Je voudrais juste partager une expérience. Je devais, dans le cadre d'une mission, lire un livre. C'est moi qui m'étais mis cette contrainte. Je la sentais utile. J'ai été prise par le temps. Je n'ai pas eu le temps de finir le livre avant l'intervention. J'ai demandé à ChatGPT de m'en faire une synthèse et de m'en ressortir les points clés. Alors, je savais, j'en avais une notion que c'était juste. Je l'ai lu après. Mais pour autant, du jour au lendemain, ça a été, vous imaginez à quel point ça a été aidant, effectivement. On passe à maintenant, pendant l'événement, j'en ai un petit peu parlé, eh bien, vous pouvez donc générer des questions pertinentes au regard des enjeux. Si on prend la technique du World Café, si on prend la technique du forum ouvert, vous pouvez tout à fait prendre la synthèse des entretiens avec votre client et demander à ChatGPT d'après toi, quelle serait la question qui serait la plus pertinente pour un forum ouvert auprès de ses équipes dans cet objectif, dans ce contexte. Et ça, aujourd'hui, ChatGPT est carrément capable de le faire. De la même façon, par rapport à cet outil que vous appréciez peut-être, le mind mapping, si vous souhaitez avoir une présentation de cette façon-là, à partir du même contenu généré, ChatGPT est capable de vous le ressortir sous cette forme-là. Voilà. Et donc, j'en ai un peu parlé, vous pouvez faire des ponts entre les différentes techniques. Donc, Booklab étant un outil qui propose des documents Excel, ChatGPT étant capable de lire, voire d'analyser, voire de retranscrire sous forme graphique des documents Excel, eh bien, vous lui faites traduire les résultats qui sortent de Booklab en contenu de texte ou en contenu graphique, de façon quasiment à les projeter en direct dans la salle de facilitation. De cette façon, les clients ont directement, ont vraiment un retour immédiat sur la question qu'on a posée et la synthèse collective. Les faire ressortir donc sous forme de visuel en lien avec le contenu, eh bien, par exemple, la newsletter que vous avez reçue pour vous inscrire à ce webinaire, l'image est clairement créée. Non, ça c'était peut-être sur Midjourney. Enfin, en tout cas, avec l'aide de l'intelligence artificielle, en rentrant certains prompts, en apprenant à rentrer ce que vous voulez, comme scène, comme émotion, comme design, etc., etc., vous pouvez effectivement générer des images inspirantes. Voilà, ça peut être aidant, ça peut sortir du cadre, ça peut, en fonction de votre intention, être une ressource très utile. Et enfin, analyser le registre émotionnel des verbatims. Quand vous avez des réponses qui sont produites par un collectif, vous pouvez demander à ChatGPT d'avoir non pas une analyse factuelle et quantitative des résultats qui apparaissent, mais d'avoir une analyse émotionnelle du contenu des verbatims qui sont exprimés par les participants pour avoir la tonalité. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus riche que simplement devoir lire 20 rapports. Je ne sais pas si vous avez animé des forums ouverts, mais des fois, on a des pages et des pages et des pages. Eh bien, être capable d'avoir une synthèse et d'avoir le registre émotionnel de ce qui ressort, c'est quand même très intéressant. Hop. Après, et ben là aussi, Jean-François vient de vous en parler un petit peu, analyser les fiches satisfaction, les relevés de décision, en fait tous les documents que vous pourriez avoir créés. Là aussi, mettre en évidence des points clés, des axes stratégiques, des pistes de préconisation, vraiment comme un assistant qui serait à côté de vous et qui est d'une rapidité impressionnante. Ça peut être aussi l'opportunité, si vous voulez vous enregistrer en audio, de faire passer votre compte rendu, enfin votre audio dans ChatGPT, afin peut-être d'avoir un feedback sur votre propre intervention et votre propre facilitation. C'est-à-dire que ChatGPT peut vous offrir un feedback sur ce que vous auriez pu faire de différent, les questions que vous auriez pu poser différemment, les interventions que vous auriez pu faire autrement. Enfin, ça peut être aussi un miroir de votre pratique de facilitation.
Donc, je l'ai évoqué au point précédent, analyser les fiches et générer des comptes rendus avec des préconisations pour la suite. Ça aussi, c'est tout à fait possible et de façon très rapide. Et ce qui est génial, c'est que comme ChatGPT, par exemple, génère le contenu écrit, eh bien, il est capable, avec DALL-E, de générer les images associées au compte-rendu et de les exporter au format PowerPoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la version 4O, qui est sortie la semaine dernière, 4O voulant dire 4 Omni, vous pouvez tout à fait lui donner le compte-rendu, qu'il en fasse une synthèse, que ça sorte sous forme de bullet point, donc de tirets, et que vous lui demandiez de créer les visuels dans un PowerPoint. Donc, il va créer le PowerPoint. Chaque slide va être construit. Il vous suffira d'y ajouter les images que lui-même a construites à partir du contenu. Donc, plus besoin d'aller chercher des images qui viennent d'ailleurs, qui sont pas reliées au sujet, puisqu'il les crée à partir du contenu que vous lui avez transmis dans le compte rendu. Donc, ça devient beaucoup plus riche. Et évidemment, les comptes rendus sont beaucoup plus pertinents et beaux aussi, hein, d'une certaine manière. Alors, pour terminer, on arrive avec 1 minute de retard, excusez-nous pour ce contretemps. Notre cadeau pour vous, c'est le facilitateur GPT. Tout simplement, on a entraîné un GPT avec une base de données de facilitation. Et avec ce QR code, pour ceux qui ont un compte ChatGPT, vous allez pouvoir avoir accès à finalement une base de données pour poser des questions sur la facilitation et avoir, alors encore une fois, c'est une version bêta, je ne prétends pas que c'est un niveau professionnel qui soit complètement abouti et qui soit parfaite, mais en tout cas, déjà, si vous vous posez des questions sur quelle technique utiliser, comment utiliser tel outil, comment faire pour faire face à telle question et à tel projet, quel contexte, etc., eh bien, ce facilitateur GPT va vous permettre, eh bien, déjà d'avoir un premier miroir, d'avoir un reflet des possibilités de votre sujet, des possibilités de votre projet, pour commencer à réfléchir à votre ingénierie, pour commencer à vous dire, voilà, à partir de ce contexte-là, je peux mettre en place tel dispositif et avoir le résultat et le livrable que j'attends. Donc, je vous invite à utiliser, vous aurez la présentation pour ceux qui le souhaitent, à aller explorer ce facilitateur GPT. Je suis très intéressé, nous sommes très intéressés par votre feedback, parce que, encore une fois, c'est itératif, hein, l'intelligence artificielle générative repose sur les itérations et la capacité à mener un dialogue avec elle pour affiner, aboutir à quelque chose qui soit de plus en plus en lien avec ce qu'on leur demande, en lien avec l'objectif. Donc, votre retour est bienvenu pour ça. Elisabeth, pour conclure? Pour conclure, moi, j'aimerais... Est-ce que tu peux arrêter le partage, Jean-François, s'il te plaît? J'ai pas la... Moi, j'aimerais boucler avec la question de Christian qui me tient à cœur. Alors, peut-être qu'avec mes filtres, j'ai capté ce que je voulais capter de ta question, Christian. Pour moi, notre cœur et nos émotions, enfin, quelque part, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes là pour le lien. Voilà, bien sûr que quelque part, ça me passionne tout ça et vous l'avez compris. Nous nous amusons beaucoup dans toutes ces formations, ces animations. Moi, j'ai besoin de me rassurer au fait qu'avec notre âme, avec notre cœur, notre dimension d'être humain ne pourra pas être remplacée. Voilà. Je mets Christian. Ah non, tu es là. Voilà. Donc, ta question résonne beaucoup, forcément. Hein. Et je sais que Jean-François est un garde-fou par rapport à son éthique, hein, sa vigilance. Je me sens aussi rassurée par rapport à ce genre-là, à ce champ-là, pardon, là où on pourrait imaginer des dérives, quoi. Donc, et c'est là. Moi, j'ai envie, Christian, de rester avec la question parce que je la trouve magnifique. Et que je pense que si on garde cette question à l'esprit, alors voilà, je pense que la question est plus importante que la réponse. Voilà. Cédric? Oui, Cédric, tu avais levé la main. Je vais faire le rabat-joie. Non, je voulais dire tout ça. C'est vrai que moi, je suis technophile et je travaille beaucoup avec justement pas mal d'entreprises qui s'intéressent en tout cas à la question. Le
petit bémol dans l'utilisation de ChatGPT ou d'autres formes d'intelligence artificielle, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que souvent, le problème se pose dans son utilisation, même si c'est en sandwich, etc., c'est comment on peut garantir à un client sur lequel on agit en tant que facilitateur que justement les données sont pas dans le cloud perdu chez les Chinois ou chez les Russes et c'est très difficile de faciliter quelque chose qui a une importance stratégique et business avec des outils comme ça parce qu'il n'y a pas du tout à l'heure actuelle de confiance sur la notion de confidentialité, tout simplement. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a deux stratégies, en tout cas à ma connaissance. C'est d'avoir un compte team sur ChatGPT dans laquelle les données ne sont pas utilisées pour l'entraînement de ChatGPT. Donc ça fait partie du service en plus, évidemment. Faut payer plus aussi. La deuxième, ce serait semble-t-il, d'effacer le chat immédiatement après son usage. Alors, oui, il y a peut-être des stratégies d'anonymisation, tu sais, où en fait on enlève tout ce qui peut être contexte client. Quoi. Bah ouais, aussi, tout à fait, tout à fait. En tout cas, l'engagement de ChatGPT, quand on a un compte team, c'est de ne pas utiliser les données pour l'entraînement de ChatGPT. Mais ce que tu décris est réel. Hein. Il y a une équipe de Samsung qui a partagé des données sensibles sur un projet secret autour d'un nouveau téléphone qui se sont retrouvés dans la base d'entraînement de ChatGPT. Donc, il y a vraiment une question de confidentialité t'as raison à soulever. Et c'est là où le RGPD et l'European AI Act vont être essentiels parce que la protection des données, le stockage des données, l'usage des données va faire partie des questions, enfin fait déjà partie des questions à se poser. Tu as raison. Merci. Oui, Marie-Hélène. Si je peux me permettre, Jean-François, moi je peux ajouter aussi, maintenant on peut désactiver en fait quand on fait nos conversations avec ChatGPT la fonction participer à l'entraînement. Donc il y a dans les paramètres, ça c'est possible. Et en fait, pour moi, la seule méthode sur laquelle je crois pour travailler avec des gros clients aussi qui ont des enjeux de confidentialité, c'est que je réécris une partie du texte pour enlever tous les noms de clients et tout ce qui peut être confidentiel, en fait, honnêtement. La partie humaine, là, pour le coup, elle est du sandwich, elle est beaucoup plus importante pour enlever et anonymiser mes données clients. Super, excellent. Parce que même si je désactive, au cas où, quand même. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une autre stratégie ou connaissance d'autres pare-feux par rapport à ça. C'est une question importante. Hein. Et sinon, comme on arrive malheureusement, entre guillemets, à la fin de ce webinaire, est-ce que vous pourriez partager un mot dans le chat qui synthétise un petit peu pour vous ce moment et ce thème entre facilitation et intelligence générative? Et la question de Laurent sur les droits d'auteur, bah c'est tout le débat actuel de effectivement l'entraînement de ChatGPT et de tous ces IA et des droits d'auteur qui sont dus d'une certaine manière. On voit par exemple Le Monde qui critiquait ChatGPT au début et qui tout d'un coup trouve une entente avec OpenAI et qui tout d'un coup, parce qu'ils vont les payer, tout d'un coup se met à encenser ChatGPT et OpenAI. Voilà, ça fait partie effectivement des questions. Ouais, tout à fait. Innovation en confiance, éclairant, utilisation avant, pendant, après, l'idée du sandwich. Merci, nous aussi, ça nous fait plaisir et ça nous passionne, quoi. Voilà. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez recevoir la présentation de ce soir. On est passé rapidement dessus. Vous pourrez faire votre test Me2We pour savoir par rapport à ses compétences intérieures, par rapport à cette opportunité extérieure, vous pourrez savoir où vous vous situez. Et puis, de la part d'Elisabeth et moi, on vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère que ce partage aura été utile, aura permis de vous donner envie de créer cette confiance consciente avec cet outil
parce que ça n'est qu'un outil. Et je, encore une fois, rebondis sur l'invitation de Christian voilà, quel est le cœur de cette IA dans notre futur et dans notre présent. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et au Au plaisir revoir. de rester en contact. Merci, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.